Défi 30 jours, 30 livres. On en est au 24. Et c'est un rendez-vous que j'ai depuis le début. Mais on ne décide pas du voyage, du rythme du voyage. Là, je crois que je suis prêt. C'est encore un livre qui est paru juste là, ce début d'année. Tadeusz Kantor, écrit chez un éditeur qui fait un boulot fabuleux, qui s'appelle Solitaire Intempestif. Ça va faire pas loin de 20 ans maintenant. Un gars qui s'appelle François Berreur, qui a commencé comme acteur chez Jean-Luc Lagarce. Et puis d'acteur, il est devenu lui-même, au décès de Lagarce, le metteur en scène, celui qui explorait les manuscrits, celui qui a commencé à publier. Et c'est devenu petit à petit comme un centre de ressources pour ce qui s'invente dans le théâtre contemporain. Une collection qui a accueilli mon petit bouquin sur Coltès. Rien que pour ça, il y a une fraternité ultra solide. Je me souviens de la réponse des éditions de Nîmes. Mais Coltès, ce qu'on aime, c'est le lire, c'est pas qu'on nous parle de lui. Bon, voilà, Solitaire Intempestif. Et là, dans cette masse les catalogues les plus brillants pour tous ceux que cette question de la représentation de la scène concerne, c'est-à-dire non pas la vieille scène frontale, la déclamation, mais attraper cette relation de la parole de la parole dans son contexte social, ce qui m'éloigne, moi, des théâtres en tant que boîte institutionnalisée, tout ça, c'est... Bon, le fil, moi, c'est cassé depuis longtemps, mais paradoxalement, qu'est-ce que je fais ici si c'est pas justement mon théâtre? Et c'est peut-être pour ça que Tadeusz Kantor est là avec moi. Je vous juste Les Métamorphoses ou Carnet nocturne, 1947-1950. Je commence à construire mon propre monde. Il faut en établir les lois. De nouvelles, les vieilles sont mortes. Seul subsiste le vide et l'espace. Dorénavant, c'est lui qui va régner. Il me faut l'organiser. Il engendrera la vie, les objets, les organismes, les personnages. Au commencement du monde, il faut rédiger l'abécédaire. Je l'écris seul, presque en cachette. Je l'appelle Nocturne, presque en secret. Décembre 1947. Je dessine énormément, l'espace me fascine. L'espace devient le thème principal de mon carnet de notes. Je l'appelle Nocturne, je dessine durant les nuits. Mais ce n'est pas la seule raison de son nom. Jusqu'à présent, je dessinais et peignais des personnages et des objets. Maintenant, je dessine l'espace. Un nouvel espace. Je l'appelle multi-espace. Je m'y perds. Comme dans un labyrinthe, encore la mythologie. Cette forme de labyrinthe est sans doute sa caractéristique. Je m'efforce de pénétrer ces secrets, ces directions qui se perdent constamment, des horizons, des frontières. Au début, je traitais ces multiples dessins comme une pratique nécessaire, des exercices analytiques qui me préparaient à la véritable action sérieuse qu'est la réalisation d'un tableau. Je considérais que cet abécédaire devait rester caché. La nuit était donc le moment le plus favorable. Plus tard, cependant, j'ai remarqué que cette expérimentation de l'espace n'était pas du tout une préparation, qu'elle était elle-même l'action véritable et le but final. Elle conditionnait l'existence du tableau. Le raisonnement qui sépare la construction de l'espace de l'acte d'introduction des personnages, des objets, des formes, qui, dit-on, sont contenus ou engendrés par l'imagination, est pour le moins naïf. Ils naissent justement de cet espace et avec lui. Je suis fasciné par l'idée et la supposition, peut-être mystique, utopique, que dans chaque œuvre d'art existe, indépendamment de l'artiste, une sorte de Ur-matière qui se forme. Ur, en allemand, c'est l'origine. Et dans laquelle existe toute l'infinité des variantes possibles de la vie. Cela n'amoindrit nullement la participation de l'artiste dans la création de l'œuvre, ni ne diminue son imaginaire. Au contraire, cela ne fait que diriger ses capacités vers la direction requise. Il semblerait que l'existence autonome du tableau naisse précisément dans cette couche la plus profonde du processus de création. Cette Ur-matière est l'espace. Je le sens pulser.
Les formes, les volumes, les personnages, les objets ne sont pas le reflet d'une de mes visions. Je ne suis pas possédé. Je nourris beaucoup de méfiance envers les individus présentant ces caractéristiques. L'existence d'une vision réduit son imagination à un processus d'illustration. C'est une méthode naïve et qui compte sur la perception sentimentale des naïfs. Nous les connaissons bien, ces poses prétentieuses, ce dandysme stylisé qui s'affiche par ces obsessions, cette déviation psychique. Mai 1948, l'espace, qui n'a ni origine ni frontière, qui s'éloigne et fuit à vitesse variable, ou se rapproche de tous côtés, vers les bords ou le centre. C'est là vers les hauteurs, s'effondre dans les profondeurs, tournoie sur un axe vertical, horizontal, oblique, n'hésite pas à s'introduire dans le cadre d'une forme fermée, à la secouer par de violents retournements, à lui retirer son apparence quotidienne. Les personnages, les objets deviennent des fonctions de l'espace, de ses péripéties. Juin 1948. L'espace n'est pas un contenant passif dans lequel nous plaçons des objets et des formes. L'espace est lui-même création et le principal, l'espace chargé d'énergie, l'espace se rétrécissant, se dilatant. C'est l'espace qui engendre les formes. L'espace conditionne les rapports entre les formes et leur tension. La tension est l'acteur principal de l'espace, multi-espace, etc., etc. Alors, Cantor, évidemment, c'est un inconnu pour personne. Pour ceux de ma génération, par exemple, il y avait cette collection dans l'âge d'homme avec un immense classique, Jerzy Grotowski, vers un théâtre pauvre. Je crois que c'était pas la question simplement du théâtre avec Grotowski, c'est la question de la quête sur soi-même, la question aussi de la légitimité à inventer le geste, non pas la représentation, mais le geste qui la convoque, qui la suscite, et du coup fait éclater le réel autour, et puis que cette responsabilité, on avait le droit de la prendre partout où on était, comme on voulait. Il n'y avait pas besoin des grandes ors et des lustres. Alors Grotowski, je pense que c'est un livre générationnel, mais je crois qu'il pèse encore pour ceux qui font du théâtre aujourd'hui, mais ce n'est pas la question du théâtre. Et, de Cantor, il y avait cette somme faite par Denis Bablé, le théâtre de la mort. Et Cantor, qu'est-ce qu'il représentait d'autre à l'époque? La classe morte. Ces souvenirs d'enfance avec ces deux jumeaux de 80 ans je crois qu'il y en a, le dernier des deux est mort il y a 2 ans, qui se dressaient comme ça tout droit. Et puis Cantor lui-même, sur le plateau du théâtre, ce mobilier scolaire, et puis ces vieillards, ces gens à bout de vie là, qui rejouaient leurs souvenirs, qui les dirigeaient, qui les manipulaient. Et ce qui était fascinant déjà dans le théâtre de la mort, c'est qu'il y avait toute l'histoire de chaque pièce, plus une énorme iconographie. Et l'iconographie, il y a aussi cette collection, celle du CNRS, l'édition du CNRS, les voix de la création théâtrale. Là, c'est Strehler. Je ne m'appuyais qu'à m'apercevoir qu'on m'a piqué, emprunté, pas rendu, etc. Celui sur Cantor. Après ces 6 ans en école d'art, je crois que j'ai laissé des plumes. Bon, peu importe, mais enfin, en tout cas, si vous trouvez ça dans les réserves de votre bibliothèque, vous cherchez Voix de la création théâtrale Cantor, c'est un monument. Mais surtout, ce qui était fascinant là-dedans, alors c'est les mêmes catégories qu'on va retrouver là dans la version maintenant complète, premier tome solitaire, c'est le théâtre happening, méthode de l'art d'être acteur, le théâtre impossible, théâtre autonome, depuis Marcel Duchamp, tiens. Là, c'est la classe morte. Aux frontières de la peinture et du théâtre, description de l'action, le fou et la nonne, partition, la nonne de Witkiewicz. Et là, évidemment, on entrait. Alors, vous savez que Cantor commence à Cracovie, en pleine Seconde Guerre mondiale, dans une cave, et que cette cave aménagée, clandestine, devient un monde en elle-même, parce qu'on casse déjà la relation spectateur-plateau. Des chaises, des vêtements, des mannequins, des cintres, etc. Et la démarche de Cantor devient totale, c'est-à-dire qu'il y a un énoncé de parole, un énoncé de geste, et tout ça s'installe dans une quête qui est de construire cet environnement imaginaire. Et ce qui est fascinant dans le texte de Cantor, c'est là où on sort de l'histoire et de la culture pour rentrer dans ce qui nous concerne nous, c'est que toutes ces notes préalables
c'est pas des choses qui sont jouées. C'est le chemin qu'il fait, lui, dans son imaginaire, pour que advienne ce qu'on donne dans la représentation. Salle des soupçons, local sombre, étroit, plein de caisses, couchées debout, droit, en oblique, les unes sur les autres, hermétiquement fermées. Un homme ferme avec un marteau une dernière caisse, avec des clous très longs. Il le fait mécaniquement et sans arrêt. Des caisses d'entre les planches dépassent des chiffons blancs qui semblent déborder, des manches de chemise traînent par terre, des pans de vêtements pendent, déchirés dans le coin sur un tabouret, se dessine une forme, enveloppée hermétiquement, immobile. Des renflements se dessinent vaguement comme ceux d'un corps humain en saillie, immobile. Et c'est la diction du temps qui est fascinante là-dedans. Par exemple, dans celui-ci, moi j'ai même fait des séances d'atelier formidables, parce qu'à un moment, pour reconstituer, je ne sais pas quelle pièce ou happening, il convoque ces souvenirs de la baraque foraine, c'est-à-dire souvenirs d'enfance, quand on faisait entrer, puis que vous aviez affaire juste devant vous à un monstre, ou qu'il soit illusion, ou pas illusion, mais cette idée de la foire qui s'installe, et puis que tout d'un coup échappe au rien. Bon, Kafka a écrit là-dessus, Baudelaire a écrit là-dessus, mais chez Cantor, on a ce rapport à l'autobiographie qui s'exprime sous forme de carnet de notes, parce que ce n'est pas une idée d'aller vers la publication. Et pour l'imaginaire, c'est complètement dingue. Alors, évidemment, moi, le théâtre de la mort, c'est un livre que j'ai pratiqué. Si, pour Cantor, avec les vidéos, la plupart sont accessibles intégralement ou en fragments. Enfin, bon, n'importe quelle vidéothèque ou sur YouTube en particulier. Mais tenez, alors, dans ce monde-là, vous voyez, c'est pas la question de dire « Ah, regardez comment c'est Cantor », c'est comment Cantor construit, comment ce miracle ou cette infinie singularité de Tadeusz Kantor. C'est pas lui qui a eu le Nobel, c'est Beckett. Mais quelque part, je crois que Cantor, pour moi, c'est... Ben ouais, il était polonais, c'est un tort. Mais je pense qu'il a cassé les catégories, bien sûr, du théâtre, mais aussi de peinture, installation. C'est-à-dire c'est ce vocabulaire qu'on utilise tous aujourd'hui constamment. On n'utilise plus le mot happening. Mais dans happening, par rapport à performance, ça performe le truc d'agir, bah, y a ce qui arrive. What happens? Et ce mot happening, alors évidemment, c'est tout le living theater, etc. Mais Cantor vient d'un autre monde, il vient de la peinture. Et il vient du fantastique polonais. Et le fantastique polonais a toujours eu partie liée à l'imaginaire de la mort. Et c'est ça aujourd'hui qui nous prend. Alors, il y a une photo qui est fabuleuse, pareil, je suis toujours dans l'impro, et puis c'est de l'impro brève. Mais cette image qui est classique, là c'est la classe morte, les dessins, ces enveloppements, ces emballages bien longtemps avant Christo, tenez là, voilà, tiens, je suis tombé dessus. On est au bord de la mer, la Baltique, et puis il y a ce chef d'orchestre qui est là, et puis la mer va l'avaler, la marée va l'envelopper et partir. Et c'est une image qui est devenue une image tellement classique, je ne sais pas, bon évidemment... qui a assisté à ce geste-là devant la mer. Bien sûr, il doit encore y avoir des traces, des archives, c'est comme Gina Pan, mais là, tout d'un coup, ce qu'on retrouve, c'est la généalogie de ça. Ça veut dire qu'à la limite, on est capable de le refaire. Alors voilà l'image, et puis le happening panoramique de la mer. Le happening s'appelle happening panoramique de la mer. Il se déroule sur une plage de la mer Baltique, dans la commune de Lazy, distance de 4 km d'Osijek et de 27 km de Koszalin. La partie de la plage incluse mesure environ 1000 mètres de long. La présence de la mer devrait imposer son mouvement, son rythme, ses valeurs sonores, ne dépassant pas cependant les capacités de perception humaine. Concert marin. Partie du concert, ouverture, pause générale, fugue, passaglio cantabile, con fuoco, finale.
On dispose des chaises sur le sable. Quelques centaines de chaises, en rang, intervalles réguliers. Les premiers rangs avancent progressivement dans la mer. Le public occupe les places. Il se forme une masse compacte de gens. Maintenant, on égalise avec une extrême précision les rangs et les intervalles. On alterne et déplace les chaises, on déplace les gens, on redresse, on ajuste à l'infini, de manière pédante, détaillée. On revérifie incessamment, on corrige et de nouveau on ajuste dans tous les sens, avec la conscience de l'extrême importance de cet ordre en lui-même, insensé, obsessionnel, un ajustement discipliné, la formation, la vérification, la subordination, un quadrilatère sédentaire sur le sable, entièrement tourné vers la mer dans laquelle il avance progressivement et régulièrement. Un bateau à moteur conduit le chef d'orchestre en frac complet vers le podium, loin de la mer. Le chef d'orchestre monte les marches baignées par les vagues. Il se place devant le pupitre, le visage tourné vers la mer. Il lève les bras, le concert marin commence. Le quadrilatère de l'auditorium, formé de manière disciplinée, est baigné par les vagues. Le chef d'orchestre, éloigné de la terre dans son frac noir, semble s'éloigner de plus en plus. Les mouvements des bras suggestifs, hypnotisants. Le chef d'orchestre lève haut la main gauche. Au loin, le long du bord même, une mobilette se rapproche à une vitesse folle. Elle traverse le public. Déferlement de vagues, plein gaz. Derrière lui, une deuxième. Derrière elle, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une fugue de mobilettes. Le chef d'orchestre lève la main droite. De l'autre côté, un tracteur commence à s'approcher. Fracas de mobilettes, vrombissement pesant du tracteur, éclaboussure d'eau, battement cadencé des vagues, écumantes. Le chef d'orchestre tire une fusée vers le haut. À l'horizon, un bateau de sauvetage à moteur fonce, sirène hurlante. Hurlement de sirène impressionnant, le chef d'orchestre se tourne vers l'auditorium. D'un grand saut, il tire des poissons crevés qu'il lance sur le public méthodiquement, puis avec une furie croissante, il retire tout à coup son frac et le tenant par les manches avec les basques pendantes, il se dissimule et reste ainsi. Ah, il y en a, vous voyez, 450 pages. C'est une somme. Et c'est écrit 1, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore la classe morte et tous les autres. Alors, hommage à François Berreur, solitaire intempestif. Ils ont une lettre d'info aussi, qui est aussi une mine de ce qui bouge, se remue là, dans justement ce dont on ne parle pas ailleurs. Thaddeus Cantor, le théâtre de la mort, je crois que... c'est un peu triste, mais je crois que du coup, ça aussi c'est curieux dans ce qu'on est en train de faire. Voici qu'arrivent enfin les œuvres complètes. Et ce livre, moi, qui m'a tant apporté avec le Grotowski, tout d'un coup, j'en ai plus besoin, puisque voilà quelque chose qui va beaucoup plus loin. Et pour nous, ce qui est important, c'est quoi ? C'est le carnet de l'inventeur d'imaginaire. Ouais, c'est pas ni le théâtre de Cantor, ni une sorte d'archéologie de sa création, non. C'est comment on s'y prend pour rejoindre ce qui n'est pas formulé de ses propres rêves, ce qui n'est pas formulé de ses propres fantasmes, de sa déformation, de sa violence d'image. Comment on va la rejoindre ? Comment on va constituer un costume, comment acheter, comment démultiplier, comment organiser l'espace et tout ça, avec des souvenirs, avec ce qu'on trouve sur soi-même. Par exemple, il y a un truc extraordinaire, il vient à Paris, je crois que c'est en 1950 par là, et bon, évidemment, il visite le musée, et il tombe sur le musée de la découverte, ce musée des sciences. Un autre texte hallucinant aussi, je crois que c'est peindre les seuils. Qu'est-ce qu'un seuil ? Les choses sur le seuil, chez Lovecraft. Lui, 3 pages sur la notion de seuil. L'autre, c'était réduire à zéro la disparition de l'objet, l'idée de quelque chose. Et au lieu d'aller le retrouver, mais dans son truc sur le musée de la découverte, ce qui est fascinant, c'est ça. Tout d'un coup, ce ne sont pas des objets destinés à notre représentation. C'est des objets utilitaires, mais qui témoignent dans l'histoire, à chaque époque, de l'imaginaire confronté à cette utilité. Et tout d'un coup, lui, il commence là, dans une période, à inventer aussi ces objets. Ainsi de suite, ainsi de suite.
Et c'est pour ça que ce truc, c'est du Proust. Proust dans une autre dimension.